Ok, nous y voilà. Eh ben, bonjour, bienvenue du coup dans ce troisième webinaire du Flocon Vert. Aujourd'hui, on va se pencher sur le sujet de l'artificialisation et de la qualité des sols. On a deux experts intervenants qui sont avec nous que je vous présenterai un tout petit peu après. Du coup, juste pour rappel, je l'ai écrit, mais je le mets bien, donc le webinaire est enregistré. Je préfère toujours repréciser que tout le monde soit bien au courant. Hop, nous y voilà. Je représente toujours un peu Mountain Riders et le Flocon Vert. Je sais que beaucoup connaissent, mais comme le but et comme nous enregistrons ce webinaire qui puisse servir à tous, c'est toujours important. Donc, pour replacer rapidement l'association Mountain Riders, donc on est une association qui a 22 ans aujourd'hui et on accompagne les acteurs publics et privés dans leur développement local au travers d'actions concrètes et surtout, dans le cas du Flocon Vert, on accompagne les territoires de montagne dans leur transition écologique. Donc, le Flocon Vert, c'est une démarche labellisante pour suivre une transition écologique sur quatre grandes thématiques qu'on va aborder après, spécifiques pour les territoires de montagne. Aujourd'hui, du coup, donc l'équipe du jour, c'est moi-même qui suis responsable du projet Flocon Vert. J'ai à côté de moi et qui vous suit sur le chat Hugo, qui est donc assistant de projet Flocon Vert. Et comme je vous disais, les deux intervenants qui sont avec nous aujourd'hui, on a Brice Dupin, qui est un ingénieur en génie écologique et qui est cofondateur de l'entreprise EcoAltitude, et Élodie Trublet, que certaines connaissent déjà, puisque c'est une de nos référentes Flocon Vert, qui est sur le territoire de Lens-en-Vercors, qui viendra témoigner aussi. Donc, juste pour redonner quelques règles habituelles un peu sur le fonctionnement pour que ça marche bien. Donc, mais là, vous l'avez déjà tous et toutes fait. C'est de couper son micro pour éviter les bruits parasites, sauf quand vous parlez, comme je l'ai fait tout à l'heure. Ne pas oublier de le remettre. Quand vous avez des questions qui est en dehors du temps de parole de fin pendant le chat, pendant le webinaire, du coup, mettez-les dans le chat et Hugo peut les lire et elles peuvent ressortir. On reviendra dessus à la fin pendant le temps de questions. Le plus important, c'est vraiment de se dire que la parole sera au centre du débat. Donc, du coup, si une personne a 20 questions, c'est très bien parce que du coup, c'est qu'on s'y intéresse beaucoup. Mais l'important, c'est de vraiment pouvoir partager au maximum cette parole. Et j'aime beaucoup vous voir, mais c'est vrai que je conseille toujours, comme il y a trop de monde pour voir tout le monde, outre les intervenants, je conseille toujours de couper sa caméra. Si on peut avoir un minimum de sobriété énergétique, autant en profiter. Comme à chaque fois, on commence toujours par un petit temps d'inclusion pour savoir un petit peu qui est là de l'autre côté. Et donc aujourd'hui, je vous propose d'observer cet arbre à bonhommes et de vous dire, parmi tous ces bonhommes, quel personnage représente pour vous un peu vos connaissances actuelles à ce jour sur le sujet des sols, donc de la qualité des sols et de l'artificialisation des sols. Donc, je vous invite à choisir ce bonhomme et ensuite noter dans le chat à quel titre vous venez, référent au Flocon Vert, citoyen, salarié d'un territoire de montagne ou autre, et quel bonhomme vous avez choisi et pour quelles raisons rapidement. Alors, Delphine est sur le 1. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, juste rapidement, en quelques mots? Expliquez bien la raison sur le chat, la raison de votre numéro de bonhomme. Ok, but. Donc, Muriel qui est en numéro 3. Oui, il est caché le 3. Ah oui, je vois. OK. Au début de la montée de l'arbre. Effectivement, Régis. Bienvenue pour votre deuxième webinaire. OK. Élodie sur le travail d'équipe.
Donc, le numéro 8 qui est de dos, OK. On tourne le dos au sujet. Merci. On se laisse encore 1 ou 2 minutes pour que chacun mette et après, je continue, mais vous pouvez continuer à écrire dans le chat. Christelle, numéro 3. Ah, parfait. Au début de la montée et demande de l'aide. J'espère que le webinaire pourra répondre et j'espère bien, c'est le but. Et Jeanne, tu es 17. OK. D'accord, je suis curieuse. OK. Carole, tu es en terrain glissant sur le 10. Effectivement, tu es plutôt en équilibre. Étienne, tu es en 21, à 1000 km de voir la bonne solution. Effectivement, les bras croisés à se questionner. OK. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore mis, je vous invite à continuer. Moi, je vais lancer la suite. Donc, en tout cas, merci pour ce petit temps. Donc, ces tours de parole, ça nous permet toujours un peu de savoir qui est en face et de savoir où vous en êtes et comment on peut aussi répondre à vos attentes. Donc, j'ai remis toujours dans cette idée il y a peut-être des nouveaux. Donc, je parle vraiment de qu'est-ce qu'est ce webinaire ou qu'est-ce qu'il n'est pas. Notre intention était vraiment de parler du flocon vert d'un point de vue technique et opérationnel. Donc ici, on va clarifier les attentes, il va y avoir un temps d'échange avec des experts. On va parler d'inspiration, de bonnes pratiques, mais ce n'est pas un outil clé en main qui s'applique juste en sortant, ni un temps d'émergence comme les collectifs, comme les web ateliers qu'on a fait auparavant et qui pourront être refaits. Donc, ce webinaire, c'est un rendez-vous qu'on a tous les 2 mois. Je vois que certains sont là. Je vous retrouve tous les 2 mois. Donc, à chaque fois, c'est les jeudis de 14 à 15h30 où on va faire un focus sur un critère du cahier des charges flocon vert. Donc, les précédents, en mars, on a parlé de la stratégie et du pilotage de ma démarche de transition. Donc, vous avez mis le lien vers l'enregistrement pour ceux et celles qui n'ont pas pu le suivre. Mais dans tous les cas, comme à chaque fois, je vous envoie le support derrière, donc vous aurez tout ça. Et en mai, la vie sociale et locale. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va traiter du sol, artificialisation et qualité du sol. Et ensuite, on va continuer à creuser d'autres critères avec le jeudi 21 septembre, l'économie locale. Le jeudi 9 novembre, on va parler de l'énergie. Donc, pour aller un peu plus dans le détail, l'économie locale, on va pouvoir revenir sur la souveraineté alimentaire au travers de l'agriculture locale, mais aussi le soutien aux entreprises du territoire. Pour le 9 novembre, donc l'énergie, l'idée, c'est de traiter un peu toute cette notion de rénovation énergétique des bâtiments, qui est un point qui est pas simple non plus sur les territoires, parler d'économie d'énergie et des cycles de vie. Et en janvier 2024, du coup, on sera sur les aménagements et ménagements, où on parlera donc tout ce qui est d'immobilier, de transition de PLU. Voilà un peu pour le programme à venir. Pour venir vraiment sur le programme du jour, aujourd'hui, on en est où? On va d'abord faire un premier focus pour parler un peu des enjeux autour du sol avant de faire un zoom sur le cahier des charges. Sur ce sujet, ça nous a paru très important de d'abord parler des enjeux avant de rentrer sur le cahier des charges, puis l'apport de nos experts, comme je vous disais, le partage des bonnes pratiques et le temps d'échange arrivera à la fin pour vraiment répondre à vos questions. Donc, pour traiter cet enjeu autour du sol, on va le traiter de 2 manières. Tout d'abord, les enjeux du point de vue de l'environnement, et je vais laisser la parole à Brice Dupin pour parler de ces enjeux-là. Et ensuite, les enjeux du point de vue du droit, où je reprendrai la parole pour parler un peu de la fameuse loi ZAN. Brice, du coup, je te laisse prendre la suite pour cette première partie, pour les enjeux du point de vue de l'environnement. Ah, tu as ton micro qui est coupé. Je me disais, où est Brice? Voilà. Bonjour à tous. Donc, on va aborder les questions d'artificialisation des sols. Et puis, on va faire un petit focus sur un sol, qu'est-ce que c'est, ses fonctions. Et après, on va voir
dans un deuxième temps, les liens qu'il y a entre les végétations et les sols et comment restaurer les sites dégradés. Donc, en règle générale, par artificialisation des sols, on entend des aménagements sur des terrains naturels, qu'ils soient agricoles ou forestiers, et qui vont entraîner une désimperméabilisation du sol et donc une moindre capacité de rétention en eau. Et ces dégradations, en fait, en montagne, elles sont causées par différentes causes, comme par exemple l'étalement urbain, l'étalement des habitats, notamment dans les vallées. Et puis après, il y a des infrastructures routières et touristiques qui entraînent en fait des perturbations du sol et des fois, on dégrade certaines fonctions et du coup, on est quand même dans des cas d'artificialisation des sols, même si on a toujours un substrat et un sol avec quelques végétaux qui sont présents. Ça ne veut pas dire que le sol est bien fonctionnel. Et les conséquences, en fait, c'est une augmentation des processus d'érosion des sols qui peuvent conduire à des problèmes de ruissellement des eaux sur les versants et qui se concluent par des inondations dans les rivières en aval. Et aussi, ça favorise les sécheresses et ça peut conduire à la destruction d'infrastructures si on a des glissements de terrain ou des grosses ravines qui déstabilisent le sol en tant que support d'infrastructures. Et on a, dans certains cas, surtout en zone à l'état subalpin, ça peut dégrader les ressources pastorales et les paysages. Et donc, bien sûr, ça contribue au réchauffement climatique parce que les végétaux jouent moins leur rôle de transmettre de l'oxygène au sol et à l'air, et donc de rafraîchir le climat aussi avec l'évapotranspiration. Donc, un sol en montagne, en fait, c'est un élément qui met beaucoup de temps à se mettre en place parce que les conditions sont difficiles, il fait froid une grande partie de l'année et donc les plantes ont du mal à se développer. Et là, dans ce cas où on est à l'étage subalpin, c'est-à-dire au-dessus de 1600 mètres et avant 2200 mètres d'altitude, quand on regarde un sol, et bien, en fait, il faut se dire que pour créer 10 cm d'épaisseur de terre végétale, il a fallu des milliers d'années, voire des dizaines de milliers d'années. Et c'est quelque chose de fragile, c'est que si on lui enlève sa couverture végétale, en fait, il est très vite exposé à l'érosion parce qu'il y a des fortes plantes et le climat est froid, donc la végétation a du mal à recoloniser rapidement le terrain. Et donc, les dégradations, elles peuvent être parfois irréversibles si ce substrat n'est pas recouvert, parce que l'érosion va tout emporter et donc on aura une eau boueuse en aval parce que la terre fertile sera partie. Et la formation d'un sol, elle est fortement influencée par la nature des roches-mères, surtout leur dureté, leur niveau d'acidité et les formes du relief qui vont conditionner un peu l'accumulation de l'eau et de sédiments et les départs de terre, et aussi du climat qui en montagne est froid et humide, ce qui contribue à une augmentation assez rapide quand même de la matière organique parce qu'elle est moins dégradée en climat froid qu'en climat tropical, par exemple. Et bien sûr, les ingénieurs du sol, en fait, ce qui contribue à ses bonnes propriétés, sa capacité d'infiltration, ce sont les agents biologiques, tels que les racines des végétaux, les animaux fouisseurs et tous les micro-organismes, champignons et bactéries, dont l'activité, en fait, favorise la création d'agrégats. Et donc, le sol, les agrégats, c'est ce qui permet au sol, en fait, de faire passer de l'eau et de l'air et d'avoir un bon équilibre pour qu'il y ait beaucoup d'organismes vivants qui puissent tirer des ressources de ce substrat. Donc, les fonctions des sols, il y en a plusieurs. On parle souvent de services écosystémiques. Voilà, là, c'est un document qui avait été produit par la FAO, les Nations Unies. Ce qu'on retiendra, c'est surtout la fourniture d'aliments, de fibres et de combustibles, parce que c'est le support en fait de toute activité agricole. Et on peut parler aussi du rôle de régulation du climat, parce que comme les végétaux poussent dessus, les végétaux ils jouent un rôle sur l'humidité de l'air et donc ils régulent le climat. Et c'est aussi
par là que se fait tout le cycle des éléments nutritifs dont ont besoin les plantes pour pousser, c'est-à-dire qu'on va avoir, un milieu dans lequel, qui va être alimenté par la matière organique produite par les animaux et les végétaux surtout, et qui va décomposer cette matière organique et la rendre assimilable aux végétaux sous forme de nutriments. Et donc, c'est tout un écosystème qui travaille pour qu'il y ait un recyclage de la matière organique sans aucun gaspillage. C'est la loi de Lavoisier, en fait. Dans la nature, rien ne se perd. Et donc, on a aussi un rôle très important des sols de montagne sur la régulation des crues. Parce qu'en fait, quand ils sont profonds, ils jouent vraiment un rôle d'éponge. Et donc, quand il y a des précipitations importantes, ils permettent de stocker l'eau temporairement et de la relarguer bien plus lentement, ce qui permet d'éviter les pics de crue. Là, je me rends compte que en le mettant en grand écran, je ne sais pas si on arrive à bien voir les différentes étapes, enfin différentes petites écritures sur ce document, mais du coup, on verra pour en mettre une meilleure qualité, pour pouvoir envoyer que chacun ait vraiment bien toutes les informations. Alors, voici quelques exemples d'artificialisation des sols en montagne. Donc, sur la première photo, on a un parking. Bon, ben là, c'est une couche de bitume. C'est un niveau le plus élevé possible en termes d'imperméabilisation. Et puis, en haut à droite, on a un talus routier. Et en fait, comme il a perdu ses propriétés et sa capacité d'infiltration, on est quand même sur une situation d'artificialisation des sols parce qu'on a de gros processus d'érosion. Et donc, ce sont des milieux qui pourraient être restaurés. Et en bas à gauche, on a des pistes de ski et des routes. Et on voit bien qu'on a du coup des sols assez compactés et qui limitent l'infiltration des eaux et donc qui augmentent le ruissellement et les processus d'érosion. Et puis, un cas encore plus faible d'artificialisation des sols, c'est une piste. Mais rien que le fait qu'il y ait des passages réguliers d'animaux, de véhicules, le sol est très compacté sur la piste. Et donc, on a quand même une altération de ses propriétés et de son rôle par rapport à l'infiltration de l'eau. Juste un exemple en fait, des liens entre travaux en montagne, érosion des sols et artificialisation. En fait, des fois, les travaux de montagne sont conduits sur des couches épaisses de sol et c'est pour montrer la fragilité aux étages subalpins. Et en fait, quand on les terrasse, si on ne les recouvre pas de suite d'une végétation, le ruissellement emporte toute la terre organique et les éléments fins. Et donc, on se retrouve après sur un support très caillouteux et très compacté et où les plantes ont du mal à revenir s'installer. Au bout ça prend 2 ou 3 ans. Et donc, des fois, on pourrait avoir des végétations d'éboulis qui s'installeraient, mais on ne serait plus sur les mêmes végétations de pelouse subalpine que ce qu'il y avait avant les terrassements. D'où l'importance dans les travaux de faire très attention à maintenir cette terre végétale pour qu'elle puisse être recolonisée rapidement par des végétaux adaptés. Et si on regarde de plus près l'érosion hydrique, comment ça se passe? Mais en fait, c'est comme la terre elle a été remaniée, elle n'a plus la cohésion qu'elle a quand elle est naturelle, où elle est cousue par tout un réseau de racines. Et donc, elle est facilement mobilisable par le ruissellement qui arrache un peu les éléments fins. Et donc, on voit au fur et à mesure la terre se décolorer parce que les argiles fines et la terre organique, elles ont tendance à être emportées par les eaux. Et donc, comme je vous disais, on se retrouve avec un substrat qui devient très caillouteux. Et si on regarde à l'échelle d'un bassin versant, en fait, la somme de plusieurs dégradations peut en fait favoriser le ruissellement des eaux à l'aval vers les rivières et donc amplifier les processus d'inondation des sols, d'inondation des rivières.
Voilà, donc, pour un peu voir la part de l'érosion qui est due et de l'artificialisation des sols qui est due vraiment aux activités humaines ou c'est par rapport à des processus d'érosion qui sont plus naturels, c'est important de regarder, de cartographier, d'essayer de mesurer et les surfaces concernées, parce qu'en fait, c'est ça qui va jouer sur les niveaux d'eau dans les rivières à l'aval. On est bon. Merci beaucoup, Brice, déjà pour ce premier éclaircissement donc, de l'artificialisation et des sols, vraiment du point de vue de l'environnement. Pour compléter ce que Brice vient de nous partager, moi, je voulais vous faire un petit point sur l'artificialisation des sols du point de vue du droit, enfin les sols surtout du point de vue du droit, en vous parlant de la fameuse ZAN, donc la loi qui est zéro artificialisation nette en 2050. Ce petit schéma, qui est une synthèse visuelle de Flore Vigneron, nous montre en fait le contexte de mise en œuvre de la loi ZAN. On voit là que les sols ont deux grandes fonctions. Il y a une fonction écologique, dont Brice a beaucoup parlé, donc sur ce côté accueil de la biodiversité, limiter, donc permettre l'infiltration et aussi la filtration de l'eau. C'est aussi un support pour le paysage. Et voilà, ils ont tout un panel de fonctions écologiques, ces sols-là. Et ils ont aussi, ne l'oublions pas, des fonctions qui sont anthropiques, parce que le sol nous permet, au final, d'avoir c'est une source pour nous de matières premières, c'est un support pour l'activité humaine, et c'est aussi, il permet le stockage et la filtration de nos polluants à nous. Donc, on a ces deux grandes fonctions du sol, donc écologique et anthropique, et ce schéma nous montre qu'on arrive à un constat, c'est que donc il y a un étalement urbain qui se développe de plus en plus. Donc, il y a à peu près 23 000 hectares de plus chaque année en France sur l'étalement urbain. Il y a une densification et aussi un certain nombre de logements vacants. Là, on nous parle d'un chiffre en 2015 qui était de 8%. En 2021, ce chiffre était toujours de 8,3%. Donc, il n'y a pas d'évolution sur ce point-là. Donc, de ce contexte-là est née justement cette loi ZAN. Et on voit qu'elle répond donc à plusieurs enjeux. Tout d'abord, des enjeux écologiques, à savoir donc la protection de ces sols et de leurs fonctions écologiques et anthropiques. Ensuite, des enjeux politiques, des enjeux de limiter l'artificialisation des sols, comme ça a été rappelé par la Convention citoyenne pour le climat. Et aussi des enjeux économiques. Parce qu'en fait, conserver, protéger les sols, c'est aussi les conserver et protéger nos terres cultivables. Donc, limiter l'artificialisation, ça permet de protéger les terres cultivables. Et c'est d'ailleurs, on voit que la loi climat et résilience d'août 2021 était un peu une introduction à la démarche de cette loi ZAN, puisque donc, cette loi climat et résilience portait sur la lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets. Donc, de par tout ça, on comprend l'origine de cette loi. On vous a mis aussi un petit schéma sur le fait que l'absence de toute artificialisation nette des sols, c'est en fait le résultat d'un équilibre. Ce n'est pas une seule action à mettre en place, c'est plein de petites choses qui permettent cet équilibre, que ce soit la renaturisation des sols, la maîtrise de l'étalement urbain, le renouvellement urbain, l'optimisation de la densité des espaces urbanisés et encore d'autres. Donc, Brice nous a exposé un peu une définition au tout début de ce qu'était les désartificialisations. Je pense qu'au bout de ce webinaire, je vais réussir à le dire sans bugger dessus. La désartificialisation, ce que c'est donc cette désartificialisation ou cette renaturation, en fait, des actions ou des opérations de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol. Comme le montrait Brice, l'artificialisation n'est pas toujours que là où on l'imagine, à savoir un parking bétonné, mais elle peut être aussi à d'autres endroits, type un chemin VTT, qu'on n'imagine pas artificialisé vu que c'est du caillou et qu'il n'y a pas de béton dessus, et pourtant, ça a quand même un impact sur ce sol. Pour expliquer un peu les étapes clés, donc selon la loi ZAN, on doit donc atteindre à l'échelle nationale cette zéro artificialisation nette en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction du taux d'artificialisation de moitié d'ici 2031. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a comme moyen pour pouvoir faire ça?
D'une part, on peut avoir comme moyen de définir et d'observer l'artificialisation. Le gouvernement, par exemple, a mis en place le portail de l'artificialisation des sols, qui est un portail informatique qui vise à faciliter la compréhension du phénomène d'artificialisation, de s'approprier les enjeux et de suivre cette artificialisation pour ensuite être accompagné pour lutter contre ce phénomène. À la fin du webinaire, je vous montrerai, on a fait une petite bibliographie où on vous met dedans ce site pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, on peut définir et observer. Après, on peut aussi encadrer et planifier l'artificialisation, que ce soit donc en inscrivant le rythme, la réduction du rythme de l'artificialisation dans tous les documents de planification régionaux, puis dans les documents d'urbanisme et les cartes communales. Ça, c'est les différentes étapes qui ont été données par cette loi ZAN. On peut conditionner l'urbanisation à l'exploitation maximum des gisements fonciers existants. On peut introduire des bonus d'intensification urbaine, On peut aussi réintroduire la nature en ville avec des espaces de renaturalisation qui sont prévus dans le PLU. Il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. Et enfin, il y a aussi un accompagnement et une valorisation des territoires engagés en faveur de la sobriété foncière, avec un renforcement de l'ingénierie territoriale, avec des subventions et des dispositifs fiscaux. Donc concrètement, si on regarde au niveau des obligations pour les territoires, où est-ce qu'on en est? Il faut se dire que les délais ont été donnés à compter du 22 août 2021. Donc, à compter du 22 août 2021, les territoires ont 2 ans pour intégrer les documents de planification régionale. Donc, ils ont jusqu'au 22 février 2024. Ils ont ensuite 5 ans, donc jusqu'au 22 août 2026, pour l'intégrer dans les SCOT. Et ensuite, jusqu'au 22 août 2027, pour intégrer ces mesures de zéro artificialisation dans les PLUI et les cartes communales. Donc, voilà un peu pour se rendre compte de tout ça. On vous a mis des documents sources. En fait, donc, les attendus du cahier des charges aujourd'hui sont vraiment centrés sur la connaissance de la qualité de ces sols par le territoire, que ce soit le taux d'artificialisation, les zones à problème, les gisements fonciers, les pollutions éventuelles selon les types d'industrie ou d'activités que vous pouvez avoir sur votre territoire. Mais au-delà d'avoir cette connaissance, qui est ce qu'on attend de vous, nous, aujourd'hui, il serait également nécessaire en fait, d'anticiper la mise en œuvre de la loi ZAN en inscrivant cet objectif dans les documents d'urbanisme ou à minima en prenant en compte ces attendus dans vos politiques d'urbanisation dès aujourd'hui. Et pour vous faciliter chez vous cette mise en œuvre de nos critères du cahier des charges flocon vert, on vous a mis ces 2 petits guides pratiques qui ont été faits, donc 1 par le ministère de la Transition écologique et 2 par l'Agence d'urbanisme de la région grenobloise, qui nous a semblé être de très bonnes ressources pour pouvoir avancer sur ce sujet-là. Voilà un peu pour ce petit laïus du côté du droit. Et continuons sur le cahier des charges pour vraiment rentrer sur le Zoom, concrètement, dans le cahier des charges flocon vert. Qu'est-ce qui est attendu? Donc, pour rappel, on commence pour ceux, il y en a beaucoup qui connaissent déjà pas mal, ces 4 grandes familles du flocon vert qui viennent donc évaluer les actions qui sont mises en œuvre sur le territoire. On a jusque-là traité dans les 2 derniers webinaires les critères des thématiques gouvernance et des thématiques dynamiques sociales et culturelles. Là, les sols rentrent dans la famille de la gestion des ressources. Il y a elle-même 5 critères. Cette famille, dans son entièreté, nous permet en fait d'analyser ce que le territoire fait pour assurer au mieux une gestion la plus durable possible de ses ressources naturelles au travers donc 5 critères qui sont l'eau, l'énergie, la biodiversité, le sol et les déchets. L'eau et l'énergie sont effectivement des thématiques qui sont centrales tant elles concentrent des enjeux forts de la transition. Elles sont donc abordées dans cette famille avec beaucoup d'exigences. Les enjeux autour des sols sont ajoutés aux exigences de notre cahier des charges depuis donc, le nouveau cahier des charges 2022. Et également pour assurer la préservation de la biodiversité des territoires, ils sont accompagnés et on les pousse pour valoriser et protéger cette biodiversité par des mesures concrètes. Et donc, en tout dernier, donc ce critère des déchets, c'est un critère et non un déchet, qui doit être abordé de manière transversale
de manière à les réduire sur le territoire. Donc, il y a des choses, on met des choses en place et on fait des préconisations dans le cadre du flocon vert. On a la partie montagne zéro déchet de Mountain Riders qui travaille aussi sur les déchets sauvages, mais aussi les gisements à la source. Donc, il y a plusieurs actions qui peuvent être mises en place là-dessus. Nous, aujourd'hui, on va faire un zoom sur les attendus du cahier des charges sur les sols. Donc, ce critère sol, il a 2 indicateurs. Le premier qui est la lutte contre l'artificialisation des sols. Cet indicateur, il est donc en lien direct avec la loi ZAN qu'on vient de présenter. Et ici, on va venir voir sur le territoire s'il connaît son taux d'artificialisation. Si le territoire doit être en mesure de connaître la consommation d'espaces naturels forestiers et agricoles. Et en plus de ce taux d'artificialisation, la destination doit être en mesure d'identifier les zones imperméables et ou érodées. Aussi, on va venir regarder ici si un travail d'identification des gisements fonciers a été réalisé. Et enfin, en lien avec ce taux, nous venons voir quel est le plan d'action qui est mis en place pour réduire ou limiter l'artificialisation des sols. Donc là, on est sur la lutte contre l'artificialisation. À côté, on va venir regarder la qualité des sols. Ici, on va venir voir si la destination a réalisé un diagnostic de pollution des sols. Celui-ci, s'il est réalisé, il doit ensuite aboutir à un dispositif de suivi de cette qualité des sols qui, ce suivi, doit lui-même être un outil qui permet d'établir un plan d'action afin de limiter la pollution des sols sur le territoire. Donc là, comme l'explique, on va bien venir regarder concrètement, est-ce que le territoire cherche à avoir des connaissances, cherche à comprendre ce qui se passe sous ces sols et ensuite à mettre, à partir de ce diagnostic, mettre en place des actions pour limiter et l'artificialisation et la pollution des sols. Donc, on va venir voir dans ce critère des qualités des sols aussi si les intrants tels que le sel et les pesticides sont limités au maximum, notamment pour le déneigement. On en parlera un peu après. Et voir s'il y a des actions de pollution qui peuvent être menées, de dépollution plutôt, qui peuvent être menées à bien sur le territoire. Et toujours dans un objectif de transparence, on va regarder s'il y a une communication auprès du grand public qui est effectuée. Ça, c'est un point qui est important dans tous les critères du flocon vert. À quel point vous êtes transparent avec la population du territoire. On a conscience que les communes n'ont pas toujours toutes ces informations à disposition, mais sachez que du coup, pour les avoir, d'une part, vous pouvez aller consulter le portail de l'artificialisation du sol du gouvernement dont je vous ai parlé juste avant et qui sera dans la bibliothèque, dans la bibliographie, qui est donc là pour ça, pour répondre, pour avoir ces indicateurs-là, mais également pensez à aborder le sujet avec les acteurs communaux et intercommunaux de manière à réunir toutes les informations que chacun possède et voir ensuite ce qu'il peut manquer. Voilà pour ce petit zoom sur le cahier des charges. Et du coup, je vous propose donc d'ouvrir pour avoir les apports concrets. Donc, on a donc 2 experts aujourd'hui. Brice Dupin, donc un ingénieur en génie écologique qui a commencé tout à l'heure et donc il va continuer sa présentation sur la restauration. Et ensuite, donc Élodie qui va venir nous parler de la désimperméabilisation des écoles, enfin des cours d'école. Comme ça a été le cas sur Lens-en-Vercors. L'idée là, c'est vraiment de pouvoir aborder et le côté ville et après le côté alentour, qui va être plus de la compétence de Brice. Je te redonne la main. D'accord. Donc, en restauration écologique, en montagne, on peut se poser la question de pourquoi utiliser des plantes locales. Et là, on peut répondre qu'en fait, les plantes, elles ont coévolué aussi avec le milieu. Elles ont mis du temps à s'adapter aux conditions de l'altitude. Et du coup, elles ont développé des adaptations spécifiques aux conditions écologiques assez particulières de la montagne et qui leur donnent un avantage en termes de capacité de s'installer sur les nouveaux milieux. Et ces avantages sont notamment liés aux racines. Elles ont différents systèmes racinaires qui leur permettent d'explorer
les sols et de garder en réserve des éléments nutritifs. Et aussi, elles ont des mécanismes de multiplication dès qu'on est à l'étage subalpin qui sont plus liés à la multiplication végétative, où en fait, les racines font des stolons qui permettent d'aller en fait, s'étaler un peu sur les côtés en suivant, par exemple, une paroi, une fissure dans la roche. Et donc, ça leur permet de recoloniser des sols et des milieux qui sont difficiles. Et elles ont aussi des feuilles qui sont souvent un peu cuirassées, de manière à ne pas perdre trop d'eau et à résister au gel. Donc, elles sont plus adaptées. Et bien sûr, leur utilisation permet de protéger la biodiversité locale, puisqu'elles sont issues du site. Et donc, de restaurer aussi les propriétés naturelles du sol, parce que en fait, les racines nourrissent des micro-organismes du sol qui, eux, contribuent à la structuration du sol et à ses bonnes propriétés et capacités d'infiltration de l'eau. Et en fait, une grande partie d'entre elles sont des bonnes plantes fourragères qui sont intéressantes pour les troupeaux. C'est pour ça que les troupeaux montent à l'été en estive ou dans les alpages. Et ensuite, pour les stations de ski, ce qui est important, c'est qu'un bon matelas herbacé permet de maintenir la neige, parce que la neige, elle n'est plus en contact direct avec le sol, qui est souvent à température un peu plus chaude. Et donc, elle fait, le couvert végétal fait office de matelas thermique, d'isolant. Et donc, la neige se conserve mieux sur de l'herbe. Et si on regarde l'efficacité technique en termes de recouvrement végétal, notamment pour limiter l'érosion des sols, on s'aperçoit que quand on sème des semences adaptées, locales, eh bien, on a de meilleurs recouvrements des sols dès la première année. Et souvent, l'effet, on le voit surtout en deuxième année, parce que ce sont des plantes qui ont une croissance assez lente, justement pour ne pas déperdre trop facilement de l'énergie. Et donc, sur la plupart des chantiers qu'on fait à l'étage subalpin, on se rend compte qu'en fait, en 2 ans, on arrive à obtenir des couverts végétaux pérennes quand on utilise des mélanges avec une grande proportion de plantes de semences locales qu'on a récoltées localement. Et ensuite, si on regarde les végétations ainsi obtenues, on s'aperçoit qu'elles sont bien plus proches que les végétations naturelles à côté des pistes revégétalisées. Donc, un moyen pour obtenir des semences, c'est celui que nous utilisons le plus, c'est en fait de les récolter directement sur des prairies ou des pelouses d'altitude et de les trier, de les sécher pour pouvoir les conserver et regarder si on les a récoltées quand elles étaient bien à maturité, qu'elles germent bien, et ensuite les utiliser en revégétalisation. Et ça nous permet d'avoir des mélanges assez représentatifs des végétations, parce qu'on arrive aussi à récupérer des plantes dicotylédones comme des trèfles ou des luzernes ou des silènes, en plus d'une grande majorité de monocotylédones, les graminées. Et donc, avec ces mélanges des talus qui sont érodés depuis plusieurs années, si on les implante à la bonne période en apportant des amendements organiques pour recréer une sorte d'humus, on arrive à faire en sorte que la végétation reprenne sur des terrains très érodés. Et quand ils sont vraiment très minéraux, c'est important en fait de recréer un mulch par-dessus, justement pour les protéger des vents gelés, du froid et de la sécheresse. Et du coup, une des techniques que nous utilisons, c'est de récupérer avec des éleveurs des fonds de grange, le reste de foin, et soit on sème avant et on épand ce foin, soit on épand directement ce foin, et là, auquel cas, on améliore les propriétés du sol, et après, on attend que la recolonisation végétale se fasse à partir des graines qui sont à côté du site dégradé. Et il faut faire attention à utiliser du foin que lorsqu'on maîtrise les conditions de sa production et qu'on est sûr qu'il a été prélevé sur des zones où il n'y a pas de plantes indésirables, pour ne pas introduire
de plantes exotiques ou indésirables sur le milieu qu'on souhaite restaurer. Une autre technique, quand les sols sont vraiment dégradés et que du coup, ils ne permettent pas aux plantes de se nourrir, de trouver les nutriments, c'est d'apporter du fumier. Et dans ces cas-là, souvent, on récupère du fumier de brebis et on fait en sorte qu'il soit bien composté et on le fait épandre par des agriculteurs. Et ça permet en fait de stimuler la croissance des plantes déjà en place et ou de recréer un sol moins compacté, moins caillouteux, qui après sera plus accueillant pour des plantes qui arriveraient qui seraient disséminées par le vent ou autre. Et là, on améliore les propriétés du sol. Et si on regarde du coup ces amendements organiques, quand on les applique, eh ben, au bout de 2 ans, on s'aperçoit que bon, forcément, ils augmentent le recouvrement végétal des sites parce que les plantes trouvent de meilleures conditions de développement que sur un sol caillouteux et compacté. Et en fait, la décompaction du sol liée à la croissance végétale et au fait que le sol soit recouvert d'un amendement organique fait qu'en fait, on a une meilleure infiltration de l'eau. Et on a mesuré en 1 minute que sur 1 hectare, ben, en fait, il y avait plus de 1000 litres d'eau qui s'infiltraient dans le sol quand on le recouvre de fumier 2 ans auparavant, par rapport à si on l'avait laissé en l'état dégradé. Et ensuite, en montagne, on a souvent un processus d'érosion régressive, c'est-à-dire que quand il y a une route qui est faite ou une piste et qu'on est obligé de terrasser le talus, souvent, en fait, la limite entre la végétation et le talus terrassé, elle a tendance à dégringoler les bandes de végétaux parce que en fait, ils sont d'un coup exposés au gel et donc le gel fait geler la terre avec les racines et dégeler. Et donc, ça gonfle, ça dégonfle et ça se désolidarise. Et après, avec la gravité, les plaques d'herbe qui sont situées au-dessus du talus, elles tombent et elles dégringolent sur la piste. Et donc, un des moyens déjà de stabiliser ce type d'érosion, c'est de permettre aux plaques d'herbe de reposer sur des structures en bois ou de les clouer directement en bord de talus. Et ensuite, il faut aussi revégétaliser le talus pour que le gel arrive moins au niveau de la limite et aussi pour qu'il y ait moins de ruissellement. Et donc là, on peut combiner des techniques de semis de plantes herbacées avec de la plantation de petits arbres montagnards qui, eux, vont avoir des racines plus profondes et assurer un ancrage plus important et donc une meilleure fixation du sol. Et ensuite, on peut se poser la question pour limiter l'artificialisation des sols, quel est le niveau d'action le plus important? Est-ce que c'est restaurer les terrains dégradés ou éviter que de nouveaux aménagements en fait, viennent accentuer ces problèmes d'érosion et rendre le milieu plus artificiel? Et pour ça, c'est important d'organiser des réunions à plusieurs avec les différents acteurs pour voir un peu quelles sont leurs perceptions sur ces questions et leurs envies. Et donc, bien sûr, avec les lois zéro artificialisation nette à l'horizon 2050, l'idée, c'est de ménager et valoriser l'existant plutôt que d'aménager de nouvelles infrastructures en montagne. Et aussi, sur les zones dégradées, ben, la question de qu'est-ce qui est prioritaire à restaurer, ça dépend aussi des enjeux humains, en fait, des aménagements prévus et programmés. Mais ça dépend aussi, en fait, des possibilités de restauration écologique et de la volonté des acteurs. Et donc, c'est important pour bien choisir les sites prioritaires de réfléchir avec tous les gestionnaires du foncier et de les impliquer dans ces activités pour qu'en fait, les démarches elles deviennent plus pérennes et elles se mettent en place automatiquement dans les petits territoires. Et donc, cette idée de co-construire des plans de gestion, en fait, de résumer un peu des activités qui seraient importantes pour limiter l'artificialisation des sols sur des cartes, sur des documents simples
facile à lire mais en fait, ça nécessite des travaux d'animation. Et c'est bien de partir sur un diagnostic social et environnemental de la zone étudiée. Souvent, on parle à l'échelle du bassin versant parce que c'est là que toutes les eaux de pluie sont recueillies. Et, et donc, l'idée, c'est d'améliorer les modes de gestion des sols et de limiter leur artificialisation et de programmer et surtout de responsabiliser des gestionnaires sur plusieurs années. Et donc, ça nécessite aussi de l'entraide entre différentes structures. C'est important que les gens issus du milieu du tourisme euh, travaillent en étroite collaboration avec les gens du milieu de l'agriculture, parce que souvent, c'est des terrains qui sont utilisés par les deux types d'acteurs, et donc qu'il y ait des échanges et de l'entraide pour justement mieux gérer les sols à l'échelle du bassin versant. Donc, j'en ai fini. Je vous remercie de votre attention. Merci, merci beaucoup, Brice, pour ta présentation. Est-ce que si on devait retenir un seul premier pas, parce que tu as parlé de soi, se retrouver et puis parler des choix qu'on a envie de faire, ou bien peut-être restaurer ou plutôt limiter la dégradation. S'il y avait une chose, si on essayait de chercher le premier pas le plus impactant, ce serait lequel selon toi? Ça va dépendre de la dynamique des territoires. Sur des territoires où on veut faire de nombreux aménagements, de nouvelles infrastructures, je pense que c'est important qu'il y ait des réflexions en amont sur qu'est-ce qu'il y a à gagner et qu'est-ce qu'il y a à perdre sur la mise en œuvre de nouvelles infrastructures. Sur des endroits où il y a moins de projets d'aménagement, restaurer les terrains dégradés, ça peut être une bonne manière d'avancer, de rendre les territoires attractifs pour de nouveaux types d'activités, de nouvelles activités, plus liées à la nature et à l'agropastoralisme. Donc, je trouve que ça dépend des cas, mais les deux approches sont complémentaires en fait. Restaurer des milieux dégradés et réfléchir en amont sur comment gérer de nouveaux aménagements, c'est Ça se très lié complète. en fait. Ouais, Et effectivement, ça évite. souvent la restauration écologique, elle est bien perçue et elle permet d'ouvrir ces discussions sur la gestion des terrains et qu'est-ce qu'on souhaite faire et qu'est-ce qu'on souhaite maintenir comme paysage à l'échelle d'une vallée. Ok, oui, du coup, ce serait une bonne porte d'entrée pour Oui, ensuite parler de, ok, bah, on restaure, c'est une bonne chose, mais comment est-ce qu'on fait pour ne pas toujours restaurer, mais éviter qu'il y ait à restaurer, quoi. oui, exactement. Ok, super. Merci beaucoup à toi. Merci. Du coup, comme je le disais, pour passer sur cette partie, donc un petit peu plus ville, donc on a Élodie qui va nous parler, donc qui est à fond en ce moment dans le projet de désimperméabilisation, de la cour d'école. Et du coup, je te laisse, oublie pas le micro, ce que j'oublie à chaque fois, et je te laisse prendre la suite. D'accord, merci. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, sur Lens, on a lancé le projet de désimp de la cour de l'école, parce que désimperméabilisation, c'est trop long à dire et trop compliqué. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, on a un programme qui court sur plusieurs années de rénover l'intégralité des bâtiments communaux. Et en fait, le premier qui rentre là-dedans, c'est le bâtiment nord de l'école. Donc, on s'est dit, vu qu'on va réhabiliter un peu le bâtiment nord de l'école, on va en profiter aussi pour faire des travaux dans la cour. Voilà. Et l'idée, c'était d'engager la réflexion, bien sûr, avec les enfants, parce que c'est les premiers utilisateurs de cet espace. Pour ça, sur Lens, on a décidé de co-construire le projet. Donc, en fait, on le co-construit avec le comité consultatif environnement, biodiversité, patrimoine et mobilité et comment ça s'appelle ? La commission enfance-jeunesse. Donc, ça, c'est un ensemble d'élus et
de quelques citoyens pour le comité consultatif. Donc, on a eu une première réunion. Et en fait, là, les petites slides que vous voyez, c'est la présentation que j'ai faite lors de cette réunion avec les élus. L'idée aussi, c'était effectivement, on fait des travaux dans la cour de l'école, mais ce n'est pas que pour enlever le béton, c'est aussi en se reposant la question un peu de l'utilisation de la cour de l'école par les enfants au regard de leurs besoins. Voilà. Pauline, tu peux slider. Et en fait, l'idée, ça a été vraiment de centrer ce projet-là sur les bénéfices pour les enfants, en sachant que nous, on sera sur une cour d'école élémentaire, parce que la cour de l'école maternelle est déjà très végétalisée. Ils ont planté des petits arbres fruitiers et fleuris au printemps. Il y a déjà beaucoup d'herbes. On est refuge LPO dans la cour de l'école maternelle, etc. Donc, voilà, on se pose la question de l'école élémentaire. Donc, l'idée, c'était une reconnexion avec la nature dans les cours d'école. Alors, nous, c'est vrai que sur Lens, on n'est pas un public qui n'a pas l'habitude d'être dans la nature parce qu'on a à proximité immédiate des champs, de la forêt, etc. Ils font l'école dans la forêt, donc voilà. Mais l'idée, c'était de se dire, la cour, elle est toute bétonnée et c'est pas pratique et il n'y a pas d'ombre. Et l'été dernier, quand il faisait grosse canicule, les enfants ont beaucoup souffert, et les adultes aussi d'ailleurs, du manque d'ombre dans la cour. Il y avait l'idée aussi d'épanouissement du bien-être de l'enfant, parce qu'on sait que l'enfant, il a besoin à tout âge de manipuler, de jouer avec des éléments de la nature, etc., de tester ses limites aussi. En profiter aussi pour faire un travail avec les enseignants autour de la promotion de l'éducation au développement durable. Effectivement, il y a des classes qui font l'école dans la forêt, mais pas toutes. Et là, l'idée, c'était de profiter de la cour pour pouvoir, pourquoi pas, faire un petit potager, parler un peu des petites plantes, des fleurs, voilà, en profiter pour faire un peu de cuisine, etc., etc. Se reposer la question du partage équitable de l'espace. En règle générale, on s'est aperçu qu'il y avait 80% de la cour qui était occupée par 20% des élèves. Donc nous, ça, c'est quelque chose qui ne se voit pas forcément sur Lens, mais mine de rien, le terrain de foot, pour ne pas le citer, prend beaucoup de place dans la cour. Donc l'idée, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut mieux répartir les espaces pour tous les enfants et de faire un réel espace de fraîcheur, parce que comme je le disais tout à l'heure, cette cour, comme on pouvait le voir dans la toute première slide, n'a pas du tout d'ombre. Je ne sais pas, Colline, si tu peux revenir juste sur la première slide. Voilà, ça c'est la cour aujourd'hui. En fait, le bâtiment nord, c'est le bâtiment que vous voyez tout en haut, là, tout en long. Exactement. Et le seul bout d'herbe qu'il y a, c'est celui qu'il y a contre le bâtiment. Et tout le reste, c'est du béton. Et les petits arbustes que vous voyez, c'est vraiment pas des arbres qui font beaucoup d'ombre. Donc, autant vous dire que l'été dernier, à partir du mois d'avril-mai, là, tout le monde a crevé de chaud. Donc, voilà. Tu peux passer à celle d'après. J'avais mis un peu des exemples de ce qui avait été fait dans différentes cours d'école. Donc, il y a des avant-après qui sont plutôt assez intéressants. Puis ça, c'est des images que vous pouvez retrouver dans les liens que j'ai mis sur les slides d'après. Là, ce que je voulais mettre en avant aussi, c'était que c'était des travaux qui pouvaient être intégralement réalisés par les services techniques. On n'est pas obligé de faire appel à une entreprise d'aménagement des espaces verts, etc. C'est vraiment des trucs qui peuvent être réalisés par l'équipe des services techniques selon la taille de la cour. À la rigueur, on peut juste faire appel à une entreprise pour enlever tout le béton d'un coup de pelleteuse en début de projet. Et après, c'est vraiment de l'aménagement paysager comme les ST ont l'habitude de le faire dans les communes, en fait. Donc, c'est assez simple de réalisation et c'est là aussi où, du côté des élus, ça a fait pencher la balance vers quelque chose d'assez positif et de facile à mettre en place. Dans les recherches que j'ai pu faire un petit peu pour enclencher le projet, l'idée, c'était qu'il fallait compter entre 8 et 18 mois pour la totalité du projet, de la conception à la réalisation, et que le budget, alors selon la taille des cours et les travaux qui peuvent être faits, pouvait aller jusqu'à 200 000 € en fonction de l'ambition.
j'avais mis aussi des petites vidéos de ce qui se faisait ailleurs et quelques idées. Dans certaines communes, la cour de l'école est ouverte les week-ends pour permettre, une fois que ces îlots de fraîcheur étaient créés, en fait, d'en faire profiter l'intégralité de la commune. Pourquoi toujours fermer la cour de l'école à l'école? C'est de se dire, ben, finalement, on en fait un parc, ouvrons-le tout le reste de l'année. Dans d'autres écoles aussi, et ce qui est possible de faire à Lens, c'est qu'en fait, le jardin de ville dans lequel il y a déjà les jeux, les toboggans, les balançoires, etc., est juste à côté de l'école. Donc, on peut aussi proposer aux enseignants d'ouvrir le portail pendant la période de la création et que les enfants aient profité du jardin de ville. C'est quelque chose que les enfants font déjà avec l'accueil de loisirs, parce que ça se trouve au même endroit que l'école. Et ensuite, il y a différentes vidéos qui vont crescendo dans le jeu libre de l'enfant et dont la toute dernière qui se passe en Australie, je crois, où en fait la seule règle, c'est de ne pas tuer son copain dans la cour. Voilà. Donc, ça m'a fait beaucoup rigoler. Je l'ai quand même montré aux élus et c'était très drôle. Voilà. Et ensuite, là, il y a les différentes phases du projet pour désimperméabiliser la cour de l'école. D'abord, faire un diagnostic des usages de la cour. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait soit en questionnant les enfants, soit en questionnant, ou en questionnant les professionnels qui y sont. Donc, c'est les enseignants, c'est les équipes d'animateurs quand il y a le périscolaire dans l'école, etc. Ensuite, la phase de co-construction du projet, donc avec l'ensemble des personnes concernées. Donc, chez nous, ça sera les élus, les techniciens de la mairie, les enseignants, l'équipe de l'accueil de loisirs, les parents d'élèves et bien sûr les enfants. Et la phase 3, c'est préparer à accompagner les nouveaux usages d'une cour désimperméabilisée, parce qu'effectivement, l'idée, c'est de rajouter de la nature dans la cour, mais qui dit de la nature dans la cour, dit de la nature dans l'école, dans les couloirs notamment. Donc voilà, c'est aussi des nouveaux usages à prendre en compte, et pour l'équipe de ménage, et pour les enfants, etc. Voilà, je crois que les slides sont terminés. Ouais, top. Merci beaucoup à toi. Je dirais, ça a été quoi les difficultés, alors soit que vous aviez imaginé, ou soit que vous avez rencontré réellement, ou bien la différence entre les deux ou... Ouais. En fait, nous, au début, on s'était dit, quand on va réunir le comité consultatif et la commission enfance-jeunesse, donc les élus, ils vont pas être d'accord sur les tenants et les aboutissants du projet. Et en fait, pas du tout. On les a mis autour de la table et à la fin de la présentation, ils étaient tous d'accord pour se lancer dans le projet. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et enfin, on a eu à convaincre personne, en fait, au niveau des élus. Et ensuite, là où moi, ma crainte, elle se focalise un petit peu en ce moment, c'est que quand le projet a été présenté à la directrice de l'école, elle a dit « Ah ben, nous, on veut associer les parents d'élèves. » Bon, ok, effectivement, on a décidé de les replacer plus dans la vie de l'école, donc c'était cohérent. Mais par contre, elle veut mettre que les enfants délégués. Donc, ça veut dire 2 enfants par classe. En sachant qu'il y a 6 classes d'élémentaire, ça fait 12 enfants. Moi, je trouve que ce n'est pas représentatif des 150 qui sont inscrits chez nous à l'école. Donc, voilà, moi, je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait des groupes de travail qui se fassent dans les classes avec l'ensemble des enfants, parce que finalement, c'est eux les premiers utilisateurs de la cour. Voilà. Il y a une question de Carole qui fait un lien avec une des choses que tu m'avais dit, ou comment convaincre par rapport à la problématique du déneigement. Tu disais que ça, c'était le déneigement était un des freins. Effectivement. Alors, nous, on va voir ce que disent les parents à ce sujet, parce qu'on a surtout peur de la réaction des parents. Après, c'est pas forcément une problématique. Les enfants, ils jouent dans la neige en dehors de l'école, chez eux, dans le jardin de ville, etc., etc. Donc, qu'ils le fassent dans la cour, finalement, c'est pas si grave. En fait, ça sera une cour qui sera pas déneigée aux endroits où il y aura du mobilier spécifique. Donc, par exemple, tu peux pas déneiger des copeaux de bois, tu peux pas déneiger des cailloux, tu peux pas déneiger du sable.
La partie déneigée, ça sera uniquement la partie qu'on va garder en imperméabilisé, entre guillemets, parce qu'en fonction des besoins, on va quand même garder un petit bout pour faire soit du foot, soit du vélo, soit des trucs comme ça dans la cour. Donc, en fait, il y aura uniquement cet espace-là qui sera déneigé. Et voilà, je ne sais pas, Carole, si ça répond à ta question, mais… Il y avait un questionnement aussi par rapport à… Donc est-ce que suite à ça, il y aura suite à l'hiver, plutôt que suite à ça, il y aura une remise en état une remise en état et comment un peu c'est accueilli par les agents techniques. Ouais, alors c'est des questionnements, on est vraiment au tout début du projet, hein. Pour l'instant, on n'a pas du tout déterminé quel type de revêtement, enfin pas de revêtement, mais quel type d'aménagement on va faire. Bien évidemment qu'on va leur poser la question parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de recrutement en plus prévu au service technique, et si on leur rajoute du temps de travail sur la cour alors qu'aujourd'hui, ils n'en ont pas, effectivement, ça va grincer un petit peu. Voilà, on va essayer de ménager au mieux le chou et la chèvre pour se dire, par exemple, je sais pas, on s'était dit, on met des copeaux de bois. Si finalement, après l'hiver, c'est en retrouver partout dans la cour, est-ce qu'on ne met pas autre chose? Ou est-ce on se dit, on met des graviers, mais c'est encore pire. Donc, on préfère les copeaux de bois. Enfin, voilà. Aller creuser un peu ces questions. Et puis là, c'est vrai que les différents exemples d'écoles que tu as mis qui ont terminé tout ça, c'est des écoles qui peuvent potentiellement témoigner aussi sur les enjeux et qu'est-ce que… Voilà, concrètement, s'il y a un frein sur quelque chose, peut-être questionner l'école sur est-ce que ce frein, tu l'as déjà eu toi et comment tu l'as levé. C'est ça. Après, nous, concrètement, le premier frein, c'est la neige, hein. Après, c'est les enfants qui utilisent les cours d'école en montagne, ils ont l'habitude d'enlever leurs chaussures déjà l'hiver pour ne pas mettre de la neige partout dans les classes. Donc là, en fait, juste, ils enlèveront leurs chaussures toute l'année pour ne pas mettre des copeaux dans les classes. Exactement. Voilà. Mais l'idée, en fait, c'est à chaque fois de concentrer son argumentaire sur les besoins spécifiques de l'enfant. En fait, ça, pour le coup, c'est quelque chose qui obligatoirement fait consensus. Tu ne peux pas dire, non, mais un enfant, il n'a pas besoin de jouer, il n'a pas besoin de manipuler, il n'a pas besoin de se retrouver dans un petit coin pour être au calme et tout. Non, au bout d'un moment, on est d'accord sur les besoins des enfants. Qu'est-ce qu'on met en face pour répondre à ces besoins-là? Et encore une fois, si… il n'y a pas de problème s'il n'y a pas de solution. Oui, il y a des freins, mais on réfléchit ensemble à comment les lever, en fait. Ouais, la co-construction permet justement d'entendre les freins d'entendre les freins et les besoins, et Exactement. du coup de pouvoir trouver un entre-deux et un consensus. Tout à fait. Super. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour ce point. Et moi, ça me permet de rebondir sur le fait, effectivement, de la désimperméabilisation des sols en montagne. On a eu des questions par rapport au parking. Est-ce que, vu que les parkings, il y a des gros questionnements sur comment les désimperméabiliser en montagne avec cet enjeu du déneigement. Et effectivement, nous, on a beaucoup creusé et à ce jour, on n'a pas trouvé de solution alternative qui permettent de déneiger facilement sans goudronner le parking. Donc, voilà, on a entendu la demande, mais aujourd'hui, je n'ai pas de solution à vous apporter, outre le fait de dire que le parking, si c'est compliqué, pourquoi pas mettre de côté, tant pis, alors éviter d'en construire tout le temps des nouveaux, réfléchir en amont les projets quand il y a un projet de parking, est-ce que c'est obligatoire ou non, et puis se concentrer sur des zones qui peuvent être plus facilement désimperméabilisées, comme les cours d'école, ou bien désimperméabiliser certains coins pour créer des îlots de verdure et des espaces verts. Donc encore un grand merci à nos deux intervenants. J'ai vu qu'il y avait d'autres questions, il y aura un temps. Là, j'ai pris celle de Carole et de Julie, qui était en lien directement avec Élodie qui parlait. Jeanne Batte, j'ai bien noté ta question qui sera posée juste à la fin sur le dernier temps d'échange questions-réponses. Avant de passer à ce temps-là, je voulais juste vous partager certaines bonnes pratiques qui existent aujourd'hui sur les territoires flocons verts. J'ai pris certaines bonnes pratiques comme ça, elles ne sont pas exhaustives, il y en a sûrement plein d'autres,
Là, c'est juste un échantillon. Elle ne présente pas toutes les bonnes pratiques existantes sur le territoire. On a donc en premier lieu le cas de la Rosière. En fait, la Rosière a inscrit en 2022 dans son PLU un coefficient minimum d'espace vert. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est parfois aussi appelé indice d'occupation du sol. En fait, ça désigne le rapport entre les espaces verts effectifs et les surfaces de sol construites ou imperméabilisées d'un terrain. Elles sont ce qu'on appelle, en fait, ce qu'on considère comme des espaces verts. Ça va être toutes les zones dont la surface qui est au sol est laissée naturelle ou bien qui est végétalisée et qui ne servent pas de zone de stationnement notamment. Au niveau de la Rosière, ce coefficient, il s'applique pour le moment uniquement sur le quartier Gaulet, mais il permet au quartier de bénéficier de minimum 50% d'espace vert sur leur territoire. Et ça va présenter différents avantages pour lutter contre l'artificialisation des sols. Déjà, ça permet de limiter les surfaces artificialisées. C'est favorable au maintien de la biodiversité au cœur de la station et ça permet l'infiltration de l'eau et la préservation d'un sol perméable. On a un autre exemple de bonne pratique, Auron. Donc sur l'indicateur de la qualité des sols, Auron a un vignoble qui a changé complètement sa façon de désherber ses 2000 pieds de vigne en limitant au maximum l'utilisation des pesticides et des produits nocifs pour l'environnement. Et sa méthode consiste tout simplement à utiliser des oies pour désherber les vignes. En fait, les oies, l'utilisation d'oies pour désherber, c'était utilisé depuis un bon moment et c'était la technique utilisée avant l'arrivée des herbicides et notamment aux États-Unis dans les plantations de coton. Et aujourd'hui, le fait d'avoir mis ça en place, ça permet donc de limiter l'utilisation des herbicides nocifs pour l'environnement et donc de limiter la pollution des sols qui sont liés à ça. Ça permet, c'est une des actions mises en place par ce vigneron pour être dans le cadre d'une agriculture qui est biologique et raisonnée. Et du coup, le fait de limiter l'utilisation, il y a eu une amélioration non négligeable de la qualité de ces sols. On a ensuite l'exemple des villes et villages fleuris. Là, on a notamment deux territoires flocons verts qui sont villes et villages fleuris, donc les Belleville et Saint-Étienne-de-Tinée, c'est-à-dire la station de Valberg. Donc, le Ville et Village Fleuris, c'est en fait un label qui récompense les communes qui favorisent l'amélioration de la qualité de vie de ses habitants. Ça doit se faire avec la mise en place d'une stratégie globale d'attractivité au travers du paysage, du végétal et du fleurissement. Et donc, ils ont un certain nombre de critères dans leur cahier des charges qui permettent d'évaluer, entre autres, je vois qu'il y a aussi Saint-Gervais et Morzine, donc je rajoute Saint-Gervais et Morzine, qui sont villes et villages fleuris. Passy, Combloux, d'accord. Effectivement. Bon, en tout cas, beaucoup des territoires flocons verts qui sont, on en rajoute le Grand Beau, et tous les territoires flocons verts, non. Donc, beaucoup sont villes et villages fleuris. Donc voilà, c'est un cahier des charges qui va vraiment aller regarder s'il y a une démarche globale de valorisation communale. Il y a des animations qui doivent être mises en place. Il y a un mode de gestion du patrimoine qui est en accord avec les ressources naturelles, une cohérence dans les aménagements paysagers. Et donc voilà, on voit que effectivement beaucoup des territoires flocons verts, autant pour nous pour l'erreur, sont labellisés villes et villages fleuris, ce qui montre du coup un travail qui est déjà engagé pour la qualité des sols. Et donc, ce label présente de nombreux intérêts. Donc, comme je disais, le cahier des charges, mais ça valorise aussi un engagement pour la transition écologique et ça peut être aussi un atout d'attractivité. Et pour finir, dans les bonnes pratiques, on voulait vous mettre en avant des alternatives au salage. En fait, donc le sel, comme vous le savez, il est utilisé sur les routes et l'intérêt, c'est qu'il se dissout facilement dans l'eau. Donc, l'intérêt, c'est que ça va se dissoudre, mais aussi le risque, c'est qu'une fois qu'il va être dissous dans l'eau, il va se retrouver dans les cours d'eau, dans les zones humides, les lacs et les eaux souterraines. Donc, ce sel dissous, il va un peu faire peser une menace qui est importante sur la biodiversité aquatique, parce qu'en fait, l'eau salée rend les conditions de vie de certaines espèces, par exemple les grenouilles ou les tortues, ça donne des conditions qui sont parfois invivables pour elles.
Donc aujourd'hui, il y a différentes destinations, différents territoires qui commencent à réfléchir à des alternatives au sel. Nous avons cité Arèche, Val d'Isère et Passy. Tout autre territoire qui réfléchit est absolument le bienvenu. Ce que je voulais surtout vous présenter ici, au-delà de qui fait quoi, c'est vraiment quelles sont les autres alternatives. Effectivement, il y a différents moyens qui sont en ce moment testés comme alternative au sel, à savoir le sable, le pouzzolane, qui est de la roche volcanique, les copeaux de bois, et tout simplement arrêter de déneiger certains coins et y mettre les chaînes obligatoires. L'ensemble de ces alternatives, de ces initiatives peuvent permettre donc de limiter les effets néfastes que peut avoir le sel sur l'environnement. Voilà pour les exemples que je voulais vous mettre en avant. Il nous reste du temps. Ce que je vous propose du coup, alors Jeanne Batt avait une question au début. Alors je vais inviter Elodie et Brice à revenir avec moi, parce que les questions peuvent vous concerner aussi, même très sûrement. Alors, je retrouve, oui. Alors, du coup, Jeanne, je t'invite à poser ta question directement de vive voix, comme ça, ce sera plus clair. Oui, alors en fait, je voulais savoir, car enfin, là, l'objectif, c'est donc de retirer un peu toutes ces surfaces imperméables, notamment du coup à l'eau. Et le problème, c'est que là, par exemple, si on retire beaucoup de surfaces imperméables, ça veut dire que l'eau, elle va aller directement dans les sols. Donc, c'est-à-dire que les hydrocarbures qui sont sur la surface des routes vont s'écouler directement dans la terre finalement, et pareil, tous les rejets qu'il peut y avoir tout autour de la petite commune, enfin plus ou moins grande finalement, elle va directement s'ancrer dans le sol, vu que là ça va être plus compliqué du coup pour maîtriser finalement les rejets de notre eau et le ruissellement. Du coup, je voulais savoir s'il y avait des solutions ou des méthodes pour justement limiter l'impact environnemental des surfaces qui restent, qui sont artificielles et qui vont polluer l'eau de la pluie qui va ruisseler, et pour éviter que ça arrive dans la terre. Je ne sais pas si c'est très clair. Oui, enfin moi de ce que je comprends, alors là moi à première vue et Brice, je pense que tu étais peut-être mieux placé que moi sur cette question. Moi à première vue, en fait, une artificialisation ne permet pas de garder ces hydrocarbures et ces polluants, parce que de toute façon, une fois qu'il pleut, ça va laver ces parties imperméabilisées et les polluants vont se retrouver dans tous les cas dans la terre, mais juste un petit peu plus loin et pas à l'endroit même où ça a été rejeté. Donc, moi, de mon point de vue, ça ne fait pas particulièrement de différence. Je ne sais pas si, Brice, c'est des choses qui sont ressorties ou tu as quelque chose à ajouter dessus. Non, je pense que c'est la même chose en fait que si le terrain était resté artificialisé, imperméable, l'eau serait partie plus loin et aurait rejoint soit la terre, soit une rivière. Et donc, la pollution, elle aurait été déplacée, mais elle aurait eu quand même lieu. Et sachant que le sol, si justement on n'a pas des niveaux trop élevés d'hydrocarbures, il est capable, avec son activité biologique, de filtrer, d'épurer, de dégrader certaines matières organiques et des hydrocarbures. Donc, voilà, c'est ça. Il jouera déjà un rôle avant que les eaux rejoignent les nappes phréatiques, le sol. Après, il y a quand même déjà, on voit sur tous les réseaux, il y a quand même des égouts qui sont reliés quand même il y a quand même des collectes d'eau. Les eaux pluviales, elles vont quand même pour la plupart elles vont dans les caniveaux qui rejoignent les égouts, et les égouts sont reliés à des stations d'épuration qui vont traiter un minimum l'eau. Là, on peut pas, je pense que quand même, sur une commune, la plupart quand même des eaux pluviales sont collectées et sont traitées par les stations d'épuration, et les hydrocarbures,
on connaît les HAP qui sont quand même très très persistants dans l'environnement. Il y a quand même, on ne peut pas non plus négliger l'impact des HAP sur la terre quand même. Alors après, là, dans une désimperméabilisation ou bien dans la restauration des sols, on ne va pas aller sur désimperméabiliser les routes et faire sauter le béton de toutes les routes. Ça, clairement, l'objectif n'est pas là. L'objectif est justement de questionner comment éviter d'artificialiser là aujourd'hui où on en est et quels sont les espaces qu'on peut se permettre de désartificialiser. Par exemple, la cour d'école, il n'y a pas vraiment de problème de polluants. Et donc, ce qu'on voit là, enfin, je ne sais pas ce que tu avais en tête sur là où ça risquerait d'ajouter des polluants, peut-être sur les parkings éventuellement. Mais sur les parkings, si on désimperméabilise des parkings, ce qui n'est pas simple en montagne, les polluants liés à ce parking, comme disait Brice, si le sol a une fonction de filtre et donc du coup peut limiter ça. Mais en tout cas, l'idée n'est pas de désimperméabiliser tous les endroits où il y a des voitures. Je vois qu'il y avait Christelle et Elodie. Oui, attends, juste s'il y avait Christelle qui avait levé la main, qui voulait peut-être compléter, ou Elodie? Oui, je voulais compléter. En fait, les pluviales, c'est pas vrai. On est sur maintenant de plus en plus, elles ne passent plus par les stations d'épuration. Donc, on a plutôt tendance à avoir des pluviales qui partent direct. On est sur des séparations de réseaux justement pour éviter qu'on ait des eaux parasites qui viennent gêner les fonctionnements des steppes. Donc, ces eaux pluviales, elles ont plutôt tendance à partir directement dans les rivières. Donc, je pense que passer par le sol et par une filtration, c'est peut-être mieux pour moi. Ok, très bien, merci. Merci. Elodie, tu voulais aussi rebondir? Oui, juste moi, j'avais une petite précision, c'est qu'effectivement, nous, des élus ont soulevé cette problématique-là. Et du coup, on s'est dit que quand on allait retravailler un peu la cour de l'école, on allait réfléchir à la pente pour que la gestion de l'eau se fasse dans un seul et même sens et pas dans tous les sens. Donc, ça répond peut-être pas forcément à la question de Jeanne, mais voilà, effectivement, c'est des questions qui se posent aussi. Non, si, je pense que c'est une bonne idée d'avoir réfléchi au sens de la pente. Non, si, je pense que c'est pertinent. Merci. Et Julie aussi, tu as levé la main. Non, bonjour, c'est Françoise à Combloux. Ah, d'accord. Mais on est ensemble, voilà. Et Julie aussi. Voilà. C'était par rapport aux critères du cahier des charges sur la qualité des sols, le diagnostic de pollution par rapport à l'utilisation des pesticides, en sachant que nous, en termes de tout ce qui a été fait au niveau de la commune, je pense qu'il y a déjà un gros travail qui a été fait, il n'y a plus d'utilisation de pesticides, etc. C'est savoir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des privés. Puisqu'on ne peut pas aller faire un diagnostic de pollution des sols chez eux, en fait. Effectivement, et ça, on retouche à la même question que pour l'isolation. Avec les privés, la seule chose que vous pouvez faire, c'est déjà sensibiliser au maximum, informer. Claire nous parle du zéro phyto qui est réglementaire. Est-ce que Claire, tu veux rebondir? Je vois qu'il y a une info qui arrive en même temps. Est-ce que tu veux nous la partager oralement? Non, mais je disais juste, normalement, le zéro phyto, il est obligatoire, déjà pour les collectivités depuis longtemps, et c'est plus censé être vendu dans les jardineries pour les particuliers. Il n'y a que les agriculteurs enfin, il me semble que pour moi, dans les jardineries, ils vendent que les petits trucs pour le géranium et tout, c'est que des choses utilisables en agriculture biologique, et le Roundup est interdit. Donc, on n'est pas censé… et ça, c'est vieux. C'est… Le zéro phyto réglementaire pour les collectivités, je crois que c'est 2021, voire même avant. Je ne sais plus exactement les dates, mais ça, je sais que ça fait longtemps qu'on… Mais il me semble que le glyphosate est encore utilisable. Pardon? Il me semble que le glyphosate est quand même encore utilisé. Ah, mais le glyphosate, il est utilisé pour les agriculteurs, mais ce n'est pas utilisé pour les particuliers. Oui, mais je pensais justement aux agriculteurs, moi. Oui, les agriculteurs, c'est différent, mais on parle d'usage professionnel. Non. D'accord, donc la question portait sur les particuliers. Moi, j'avais en tête les particuliers, les habitants. Les habitants, ils n'ont pas le droit. Oui, parce que nous, on a quand même beaucoup… Je ne pensais pas du tout aux paysagistes, parce que je sais qu'ils sont déjà extrêmement réglementés, mais je pensais effectivement à tous les champs sur lesquels voilà, les agriculteurs répandent des choses qu'on ne peut pas contrôler. Alors, c'est ça.
Ça, aujourd'hui, justement, je pense que ça rentre dans ce que Brice expliquait tout à l'heure, du fait de travailler ensemble. En fait, les agriculteurs ont aussi un intérêt à ce qu'il y ait cette idée de végétalisation. Et là, clairement, on est sur… alors, je me demande si c'est quelque chose que vous pouvez imposer, mais pour moi, c'est quelque chose au-delà qu'il faut en fait discuter et expliquer pourquoi, vers quoi on va et pourquoi aujourd'hui vous leur demandez de s'asseoir autour de la table et de parler des phytosanitaires. Je sais que c'est un sujet qui est assez compliqué parce que quand c'est utilisé au quotidien, c'est difficile de les arrêter. Faut que je redemande à Lydie combien. De quoi? Pour avoir travaillé dans d'autres emplois avant sur la transition justement d'une agriculture non biologique vers une agriculture biologique, il y a une grosse difficulté à ce changement parce que les sols, en fait, les sols ont été appauvris de toute cette diversité du sol quand on a mis des produits phytosanitaires. Et donc, du coup, au début, quand on arrête, le temps que le sol se reconstruise, les plantes ont du mal à trouver tous les nutriments qui sont nécessaires. Mais c'est justement là l'enjeu de discuter et de partager pour voir une vision d'avenir, une vision, en fait, essayer de pousser vers une vision à plus long terme plutôt qu'une vision à court terme et une rentabilité particulière aujourd'hui sans se poser la question de la baisse de rendement petit à petit avec le sol qu'on a tué. Et du coup, Claire nous confirme que les phytosanitaires sont interdits par la loi pour les particuliers, on ne parle pas des agriculteurs, depuis le 1er janvier 2019. Oui, j'ai mis un lien, j'ai regardé un article de la Gazette des communes et après ils disent qu'ils étendent à tous les lieux de vie. Parce qu'il y avait une histoire avec les cimetières et tout, je sais qu'au département, au moment on a travaillé là-dessus et remettre des choses là, ça permet de voir un peu, de faire le point. Merci. En tout cas, à chaque fois, je note les questions que vous avez pour aussi pouvoir les creuser, et pas les creuser, après ce webinaire pour voir si j'ai des réponses plus précises à vous apporter plutôt que des réponses rapides là où je n'ai pas le temps de me documenter dessus. Donc, je note ta question, Françoise, et je me renseignerai voir s'il y a des choses particulières autres que, pour moi, c'est se poser autour de la table et en parler, et parler de la vision de votre territoire et inclure dans cette vision du territoire les professionnels et les agriculteurs. Et si pour rebondir là-dessus, je sais qu'il y avait des communes, une fois je tombais sur un reportage où justement il y a une loi de minimum 5 mètres, je crois, autour des habitations quand ils pulvérisent des produits pesticides, les agriculteurs et les écoles. Et il y a des mairies où pour pallier à ça, parce que 5 mètres, ça ne suffit pas, et en fait, ils payent l'agriculteur pour une sorte de baisse de rendement de sa production s'il n'a pas épandu. Et ils lui laissent, il disait une bande de 20 mètres. Et du coup, en compensation, ils payent l'agriculteur pour qu'il ne le mette pas, pour compenser le fait qu'il va avoir moins d'herbe ou moins de maïs à cet endroit. Enfin, voilà. Et donc, du coup, c'est un biais parce qu'en fait, ils ne peuvent pas interdire le fait de l'épandre, mais du coup, ils compensent comme ça. Donc, ça peut être des choses à voir. Oui, et ça me fait penser, alors il faut que je recreuse, je me souviens là c'est vraiment, on m'a parlé de ça à titre personnel, d'une personne, je ne sais plus dans quel pays c'est, mais c'était sur ce système-là, qui a proposé à un certain nombre d'agriculteurs, moi je vous propose d'arrêter tout intrant chimique et si vous avez des pertes, je les paye. En fait, il n'a jamais rien eu à payer, alors chance ou pas, mais en tout cas, ça a été sur ce système-là. Je vais rechercher, je vous ajouterai ça dans le support, c'est pour celles et ceux que ça peut intéresser, le fait de rassurer sur le fait je vous propose d'arrêter. S'il y a un problème, on voit comment vous aider. Merci pour l'ajout. Alors, il nous reste 4 minutes. Est-ce qu'il reste des questions? Même un tout petit peu moins d'ailleurs. Ah ben non, je dis des bêtises. S'il y a une question importante, je vous invite à la poser. Sinon, on va clôturer ce 3e webinaire, sachant qu'après, sinon, je reste disponible. Si une question vous vient après, n'hésitez pas à la faire passer par mail.
Je voulais juste rebondir sur quelque chose que j'avais mis par rapport au salage. Est-ce que vous êtes déjà rapproché des conseils départementaux? Parce que les services des routes du département, c'est quand même eux qui déneigent le plus de routes sur toutes nos régions en montagne. Et c'est vrai que pour y avoir travaillé au département, le salage, c'est quand même un gros sujet. Je n'étais pas aux routes, mais au service environnement. Mais du coup, je pense que ça serait bien que ça vienne de plus haut que parce que dans les communes, c'est pas toujours facile, et puis c'est des règles limite chaque département, c'est différent. Mais est-ce que vous avez déjà travaillé avec eux, quoi, ou envisagé de le faire? Alors, il y a différents sujets sur lesquels Mountain Riders travaille avec le département, et là, je sais que petit à petit, il y a enfin, en tout cas, Camille, du coup, qui est la directrice de Mountain Riders, travaille de plus en plus avec eux. Je n'ai pas le souvenir que le salage, en tout cas, ça m'est pas revenu que le salage était un des sujets, mais du coup, je le note et comme ça, je verrai avec elle. C'est pas moi directement qui suis au département, mais je ferai remonter ça, de voir si voilà, c'est un sujet qui mérite d'être porté plus haut. Ok, merci. Pas de souci, merci à vous. Alors, je vous avais juste fait bon, ça c'est une petite slide de résumé, pardon. Mais voilà, vous l'aurez dans le support, ça résumait un petit peu tout ce qu'on s'était dit, tout ce qu'on s'est dit pendant 7h30. Pour ne pas vous lâcher plus tard, j'accélère un petit peu. Je voulais juste vous rappeler les prochains rendez-vous du Flocon Vert. Donc, notre prochain rendez-vous, c'est un événement qui a lieu donc, le 20 juillet sur les bords du lac d'Aiguebelette, proche de Chambéry en Savoie, avec donc la remise de trophées des derniers labellisés, et aussi on en profitera pour fêter les 10 ans du label, parce que cette année, c'est la 10e année du Flocon Vert, donc on va inclure petit à petit dans les événements le fait de fêter ces 10 ans. Et pour rappel, les prochains webinaires qui seront donc sur l'économie locale, l'énergie et l'aménagement et ménagement. Vous trouverez donc cette bibliographie qui fait référence aux différentes parties qu'on a abordées dans ce webinaire. Et donc, si j'ai des réponses supplémentaires pour les questions, je pourrais ajouter ce qu'a mis Claire par rapport au zéro phyto. Ça peut servir. Et je vous ajouterai l'élément que je vous partageais ou la personne qui proposait de dédommager s'il y avait un problème. Je vous mettrai le lien vers cette histoire pour qu'elle puisse vous éclairer là-dessus. Et comme toujours, je finis toujours par une petite déclusion. Donc, il est 29, selon le temps qui vous reste, 1 minute ou plus. Je vous invite juste à réfléchir, un petit temps de réflexion pour se dire qu'est-ce que je pensais avant le webinaire qui a potentiellement changé ou pas. Ce que j'ai appris, donc maintenant ce que je sais clairement sur les sols, et demain ce que je pourrais, c'est-à-dire ce que vous avez envie de mettre en place, un peu votre premier pas suite à ce webinaire. Je vous laisse tranquillement écrire dans le chat. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris 7h30 pour la passer avec nous. Et du coup, on se retrouvera donc dans 1 mois et demi. Et si vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à me contacter par mail. Pour les personnes qui n'auraient pas mon mail, il sera dans le support du webinaire. Donc, dès qu'on vous l'envoie, vous l'aurez. Merci beaucoup à vous.